Bonsoir, on va acheminer notre continuation en formation médicale continue. Et on remercie cette association qui fait beaucoup des efforts pour améliorer cette formation et qui aide les médecins à avancer en avant. Actuellement, on va présenter le professeur Hélène Thienon dans la conduite pratique devant une animée chez l'enfant. Merci, docteur, de votre présence parmi nous. On vous donne la parole. Voilà. Merci, madame. Merci. Je voudrais d'abord, avant de commencer la présentation sur la conduite pratique de l'anémie chez l'enfant, remercier le bureau de l'association du groupe scientifique de la médecine de famille de m'avoir invité à cette manifestation scientifique qui comme toujours, de grande qualité, avec une organisation parfaite et une ambiance conviviale et très confraternelle. Je vous remercie aussi du choix de la thématique parce que, on le sait tous, l'anémie de l'enfant reste encore d'actualité. Et c'est une pathologie qui est particulièrement fréquente. Et si on s'intéresse à la littérature qui a fait les études de prévalence de l'anémie chez l'enfant, on se rend compte que la prévalence reste élevée un peu partout dans le monde. Et donc, c'est un problème de santé, on va dire, mondial. Et si vous avez, je vous ai mis sur ces diapos une étude récente qui a été publiée dans le Lancet for Global Health en 2022 et qui avait étudié la prévalence de l'anémie chez l'enfant dans les différents pays. Et vous voyez surligné en jaune la conclusion. En 2019 déjà, l'anémie avait une prévalence qui excédait 70% dans 11 pays. Sur le graphique, vous voyez bien qu'elle touche, on va dire, tous les pays, tous les continents et tous les pays, y compris les pays, on va dire, les pays riches ou à ressources importantes. C'est vrai que dans ces pays, la prévalence de l'anémie est plus faible, avec essentiellement des formes modérées, comme ici, voilà. Comme ici, vous voyez, essentiellement des formes minimes. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres continents, la prévalence de l'anémie est particulièrement élevée, dépassant parfois 80%, comme en Asie, en Amérique latine, en Centrafrique, et avec essentiellement des formes modérées à sévères. Alors, si on s'intéresse à notre continent, évidemment, donc, en Afrique du Nord, la prévalence de l'anémie n'est pas très élevée par rapport aux autres pays, mais elle reste quand même importante, oscillant entre 20 et 40%, avec des formes modérées et légères. Qu'en est-il au Maroc? Notre situation a été étudiée dans la dernière enquête sur la nutrition en 2019-2020 et comme vous le voyez, elle touche essentiellement l'enfant d'âge préscolaire et dans la tranche d'âge inférieure donc, à 5 ans, donc de 6 mois à 59 mois, la prévalence reste quand même élevée. Elle avoisine les 47% et essentiellement des formes légères et modérées, l'anémie grave ne dépassant pas 1 à 1,4%. Néanmoins, la prévalence reste encore élevée par rapport aux objectifs du millénaire. Parmi ces enfants anémiques, 34 avaient une carence en fer. L'enfant plus grand, de 6 à 12 ans, on voit que la prévalence de l'anémie diminue, de moitié pratiquement. Elle reste aux alentours de 22%, avec des formes essentiellement légère et modérée, la forme grave étant vraiment très rare. Néanmoins, la carence en fer reste encore présente dans cette tranche d'âge aussi, bien que avec une moindre importance, environ 12%.
d'une part une prévalence élevée, d'autre part des conséquences négatives, des effets négatifs sur le développement de l'enfant, et notamment le développement physique, neurocognitif, comportemental, les performances scolaires, ce qui va entraver son devenir à l'âge adulte, mais aussi un risque de morbidité et de mortalité, comme vous le savez, accru, essentiellement une sensibilité aux infections à répétition. Plusieurs causes, donc une démarche diagnostique rigoureuse va nous permettre un peu de faire le tri entre ces différentes étiologies. Alors, les circonstances de diagnostic de l'anémie, comme vous le savez, dans certains cas, c'est une découverte fortuite lors d'une consultation ou d'un bilan biologique sans qu'il y ait de signes symptomatiques de l'anémie. Chez les nourrissons, ce qui amène les parents à consulter, c'est souvent des difficultés à la prise alimentaire, une hypotrophie. Chez l'enfant, également l'asthénie, la fatigue, la baisse de l'attention scolaire. Savoir penser à l'anémie quand les parents viennent pour une diminution des performances scolaires de l'enfant, une faiblesse de l'attention. Pensez aussi à l'anémie, même si elle n'est pas cliniquement très patente. Évidemment, à un stade plus évolué, le retard staturopondéral, la pâleur s'installe, parfois une polypnée, des signes respiratoires quand elle est aiguë ou sévère, et on retrouvera par la suite des signes associés selon l'étiologie. Pour donc établir cette démarche diagnostique, je voudrais partager avec vous des situations cliniques à partir desquelles on va un petit peu discuter la démarche diagnostique. Donc, nous avons ici une petite fille de 3 ans qui a été amenée en consultation par ses parents parce qu'ils jugent qu'elle n'a pas d'appétit, qu'elle est un petit peu pâle et asthénique. Et ils ont constaté que ça a évolué quand même depuis 1 mois dans un contexte apérétique. C'est une présentation qui va nous faire évoquer pas mal de choses, mais aussi une anémie, d'accord? Alors, et surtout lorsque nous avons la pâleur qui est évidente. Alors, quelle démarche diagnostique devant cet enfant? Évidemment, la première, c'est l'entretien avec les parents qui va nous permettre de rechercher des signes orientant vers des étiologies. Donc, des signes d'orientation étiologique qui vont rechercher un contexte orientant vers un déficit en fer. Et c'est important, surtout lorsque c'est un nourrisson ou un petit enfant, de revenir à l'histoire gestationnelle et obstétricale, rechercher éventuellement une carence maternelle en cours de grossesse, une prématurité, un retard de croissance intra-utérin, mais aussi un allaitement maternel prolongé exclusif, un régime pauvre en fer, et des signes qui orientent vers un syndrome de malabsorption, donc diarrhée, vomissement ou un saignement chronique. À l'interrogatoire aussi, on peut un petit peu s'orienter notre entretien pour rechercher des signes évoquant une maladie hémolytique. Et donc tout ce qui est antécédents familiaux de maladies hémolytiques, mais aussi de prise de médicaments et de symptômes qui sont survenus plus tôt à la période néonatale ou chez le petit nourrisson, notamment ictère, pâleur, des douleurs osseuses qui vont orienter vers certaines hémoglobinopathies. Les hémorragies, quand elles sont extériorisées, le contexte est généralement évident. Mais ce qui est important à rechercher, c'est plutôt les saignements occultes chroniques qui vont être à l'origine de cette anémie. Et donc, c'est important de rechercher dans l'entretien d'éventuelles hémorragies qui se sont survenues soit en période périnatale ou plus tard. Alors, à l'examen clinique, là aussi, notre attitude va être orientée pour rechercher les signes qui vont nous orienter vers l'étiologie. Pourquoi? Parce que ça nous permettra d'adapter le bilan à prescrire à l'enfant et à visée étiologique. Donc, tout ce qui est troubles cutaneo phanériens, des ongles mous, ramollis, des ongles striés, déformés en cuillère, des perlèches, une glossite, oriente vers la carence nutritionnelle, des cheveux secs, cassants, des infections à répétition et une hypotrophie oriente vers une carence nutritionnelle ou un saignement chronique minime.
Évidemment, à l'examen, on recherchera l'hépatosplénomégalie, l'ictère, les urines foncées pour s'orienter vers un bilan hémolytique. Les causes centrales tumorales sont aussi à rechercher devant une anémie de l'enfant. Ce n'est pas très fréquent, mais c'est une étiologie grave qu'il faut diagnostiquer rapidement. Donc, à l'examen, on cherchera des adénopathies, une hépatosplénomégalie, une fièvre, une altération de l'état général, syndrome hémorragique, qui orienteront vers une origine centrale de l'anémie. N'oublions pas une rubrique qui, bien qu'elle ne soit pas fréquente, elle existe en pédiatrie. C'est tout ce qui est pathologie auto-immune. Et donc, on peut avoir des cas d'anémie hémolytique auto-immune chez l'enfant. Donc, rechercher ces pathologies, en plus, bien sûr, du syndrome inflammatoire et donc de l'anémie inflammatoire que vous connaissez tous. Évidemment, l'hémorragie, quand elle est aiguë, c'est généralement un contexte évident. Les parents, l'enfant, rapportent le saignement. Et donc, le diagnostic devient plus facile. Une fois on a fait notre examen clinique, ce qui est important aussi à évaluer rapidement, c'est le diagnostic de gravité de l'anémie. Pourquoi? Parce que c'est un critère d'hospitalisation. Les nouveau-nés et les nourrissons sont des terrains fragiles qui doivent être hospitalisés pour être pris en charge. S'il y a des antécédents de transfusion, c'est un critère qui nous va inciter à hospitaliser l'enfant. Les signes de mauvaise tolérance, évidemment, de troubles hémodynamiques, d'hypotension, de souffle cardiaque, de signes d'insuffisance cardiaque, les troubles de comportement témoignant d'une hypoxie profonde sont aussi des signes de gravité qui vont nous inciter à hospitaliser l'enfant pour le bilan T. Si on suspecte une cause potentiellement grave, parce qu'on a trouvé des adénopathies, parce qu'on a trouvé une hépatosplénomégalie, parce qu'on a trouvé une altération de l'état général, un syndrome hémorragique, c'est aussi un critère qui nous incite à hospitaliser rapidement, parce que c'est quand même des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Alors, notre fillette de 3 ans, qui était amenée pour asthénie pâle-fatigue, on a évoqué le diagnostic d'anémie, on a fait un premier bilan, une numération, et qu'est-ce qu'elle montre? Une anémie, évidemment, qui est hypochrome microcytaire. Alors, les autres éléments de la ligne rouge, de la ligne hématopoïétique, sont normaux, donc globules blancs, plaquettes normales. Les réticulocytes, ils sont abaissés, et les arégénératifs. Donc, on va penser au diagnostic. Oui? Oui, c'est une anémie qui est arégénérative. Donc, soit périphérique, soit centrale, mais comme il y a une anémie hypochrome microcytaire, c'est donc une anémie périphérique. Très bien. Alors, évidemment, ici, je vous ai mis sur les critères d'anémie qui définissent les taux d'hémoglobine qui définissent l'anémie selon l'OMS en 2011. Et vous voyez bien qu'effectivement, c'est une anémie hypochrome microcytaire. Quel bilan de première intention? Donc, on a pensé origine centrale, origine périphérique, mais oui, ferritine. Excellent. Première intention, c'est la ferritine. Alors, ferritine seule ou on ajoute autre chose? CRP, très bien. Oui. VS, oui, les marqueurs de l'inflammation. Très bien. Oui, électrophoreuse de l'hémoglobine. Oui, on pourrait le faire parce qu'on va penser à la thalassémie. Excellent. Alors, effectivement, le diagnostic de carence semble très facile dans la majorité des cas, mais ce n'est pas toujours évident parce que il n'y a pas un critère unique qui est vraiment fiable. Et l'évolution de la carence martiale fait qu'on trouve des enfants à des stades très variables. Et donc, on peut avoir des perturbations très variables d'un enfant à un autre. Donc, le fer, on le sait tous, peu fiable. Beaucoup de variabilité inter- et intra-individuelle. Le coefficient de saturation de la transférine, oui, mais il a les mêmes limites. Il est aussi diminué en cas d'inflammation et en cas de carence. La transférine, elle est augmentée par la carence martiale. On est tous d'accord. La ferritinémie, c'est le premier examen qui va être diminué. Donc, quand l'anémie commence, enfin, la carence commence, pas l'anémie, c'est le premier examen qui va être diminué. Mais, comme vous l'avez dit, il faut le coupler à un marqueur de l'inflammation pour faire la différence avec les maladies inflammatoires. Donc, comme je l'ai dit, les stades évolutifs de la carence martiale font que le bilan va être variable en fonction du stade où on voit l'enfant.
Le stade prélatent, c'est juste la ferritinémie qui est diminuée. Les autres marqueurs du fer circulant sont normaux et l'hématopoïèse normale. Le deuxième stade latent biologique est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons les marqueurs du fer et la ferritine qui sont bas, mais l'hématopoïèse est encore normal. Il n'y a pas d'anémie. Mais à ce stade, l'enfant peut présenter des symptômes qui ne sont pas spécifiques, qui sont très légers, mais c'est des symptômes. Une diminution des performances cognitives, des performances physiques, parfois des cheveux cassants, une irritabilité. Il faut quand même penser à l'anémie, même lorsque l'hématopoïèse est encore normale. Alors, à la carence en fer, je voulais dire. Et enfin, bien sûr, le stade clinique où on a le tableau complet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un seul dosage. Alors, les recommandations du National Health disent coupler deux marqueurs. Donc, ferritine, fer sérique, ferritine et coefficient de la saturation pour plus de fiabilité. Mais le meilleur marqueur, le golden start, comme vous l'avez dit, c'est la ferritinémie qui précise les réserves et elle est considérée comme basse en dessous de 12 microgrammes avant 5 ans et en dessous de 15 microgrammes après 5 ans. C'est les valeurs de l'Organisation mondiale de la santé en 2020. Dans notre cas, voilà ce qu'on avait. Une ferritinémie à 10, fer à 26 micromoles par litre, saturation transférine 10%. Donc, ça oriente vers l'anémie ferriprive, évidemment. Donc, l'anémie ferriprive. Après, il va se poser la question. Anémie ferriprive, pourquoi? Carence d'apport, saignement chronique minime, ainsi de suite. Donc, la carence martiale, vous le savez, vous le vivez tout le temps, c'est la première cause d'anémie pédiatrique dans les soins de premier recours en médecine de famille. Pratiquement 90% des consultations pour anémie. Et là, ça peut être soit des réserves insuffisantes, soit une insuffisance d'apport, essentiellement chez les nourrissons, les petits nourrissons. Il y a aussi un défaut d'absorption du fer, mais également les saignements répétés, minimes et chroniques. N'oublions pas à l'adolescence deux étiologies possibles qui favorisent la carence en fer aussi, qu'il faut rechercher, les régimes restrictifs. Ils sont à la mode actuellement chez les adolescentes et les saignements abondants, les menstruations abondantes. Il faut poser aussi la question à la jeune fille. Bon, le traitement, tout le monde le fait, donc du fer ferreux. La durée, 3 à 6 mois selon le taux d'hémoglobine et la cause. Mais il est important de préciser à la maman certains effets indésirables pour s'assurer de la compliance, pour que n'arrête pas le traitement, notamment cette coloration noire des selles qui risquent de la mettre en garde et quelques troubles digestifs. On l'accompagne de conseils diététiques et évidemment pour faciliter l'absorption par les nutriments qui augmentent l'absorption du fer, notamment la vitamine C, et évitant en même temps la prise concomitante d'autres aliments qui chélatent le fer, notamment les phytates, les polyphénols et le calcium. Quel suivi thérapeutique prescrivez-vous pour les enfants qui ont cette anémie? Oui? Le fer? Oui, d'accord. Et des apports, évidemment. Les apports, il faut s'assurer que la maman, effectivement, adhère au conseil diététique. Et maintenant, on va voir un petit peu le contrôle, le suivi thérapeutique. Est-il nécessaire ou pas? Et comment et à quel rythme? C'est important parce que la cinétique de correction des perturbations est différente de la cinétique d'installation des perturbations. Si c'est la ferritine qui diminue la première, c'est en fait le dernier paramètre qui va se corriger. Donc, on ne va pas le demander au début. Alors, qu'est-ce qu'on va demander au début? Un hémogramme lorsqu'on a un doute, pas toujours. Lorsqu'on a un doute minime, on peut faire l'hémogramme au bout d'une semaine pour voir la crise réticulocytaire. Les 59 000 vont devenir 150, 200 000. Ça nous conforte dans notre attitude, parce qu'on pensait aussi à la thalassémie et tout ça, ça nous conforte dans notre attitude et on continue. L'hémoglobine commence à augmenter progressivement dès la fin de la première semaine, mais elle ne se corrige qu'au bout de 6 à 8 semaines. Ce qui fait qu'il faut, c'est inutile de contrôler l'hémoglobine avant, on ne le contrôle qu'à 2-3 mois. Et la ferritine, il est recommandé de la contrôler à la fin du traitement, en l'espaçant de 2 semaines après l'arrêt du traitement,
mais aussi recontrôler après 3 mois. Pourquoi il est important de recontrôler après 3 mois? Oui, parce qu'elle peut récidiver. Parce qu'on a pensé à une carence d'apport, mais en fait, l'enfant a aussi autre chose, à un saignement chronique, à une œsophagite peptique, à une parasitose intestinale. Donc, c'est important de recontrôler. Donc, voilà le bilan de contrôle de notre fille. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous êtes satisfait? Tranquille? Hein? Hein? L'hémogramme, il est correct, c'est bon, hein, le fer, tout est bon, on est tranquille? Qui persiste, évidemment. Donc, on a le statut en fer a augmenté légèrement, la ferritine s'est corrigée également, mais après, on se rend compte que nous avons toujours un chiffre d'hémoglobine qui est bas avec une microcytose. Très bien. Quelle hypothèse envisagée? C'est ce que vous avez envisagé tout à l'heure, quand vous m'avez dit l'électrophorèse de l'hémoglobine. Oui, la thalassémie. Et il y avait un élément qui orientait un petit peu. Il est aussi sur l'hémogramme. Là, oui, dans la thalassémie, effectivement, c'est une microcytose. Les globules rouges, la polyglobulée. Quand il y a une anémie hypochrome microcytaire avec une polyglobulée, pensez à la thalassémie. Évidemment, on va plusieurs hypothèses. On va d'abord s'assurer, est-ce que la compliance au traitement était bonne? Est-ce qu'il n'y avait pas une perte de sang chronique minime? Est-ce qu'il n'y a pas une malabsorption? Mais aussi se remettre en cause. Hein. Peut-être que ce n'était pas le bon diagnostic. Mais aussi, peut-être qu'il a les deux. Il a une phase. L'enfant thalassémique peut aussi avoir une carence en fer. Hein. Alors, la persistance de l'anémie microcytaire hypochrome polyglobulée fait évoquer donc la thalassémie. Et l'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on n'avait pas aussi fait la CRP. Il faut qu'on couple toujours avec un bilan inflammatoire, donc qui était négatif. Et à l'électrophorèse, effectivement, on a trouvé une bêta-thalassémie intermédiaire. C'est des formes, la mineure et l'intermédiaire, elles sont très légères. Donc, généralement, ils donnent une hypochromie, une microcytose, une anémie vraiment modérée, hein, avec des besoins transfusionnels absents ou très faibles. Et donc, si l'enfant a une carence martiale associée, le fait de recontrôler après 3 mois va nous permettre de rétablir le bon diagnostic. Bon, un garçon de 2 ans, bon, hypotonie, retard, mais à l'examen clinique, vous n'avez pas leur tachycardie, sous-systolique, splénomégalie, ça évoque très rapidement une anémie hémolytique, hein, vu qu'il a de la pâleur et une splénomégalie. Donc, on passe rapidement. Sur l'hémogramme, c'est effectivement une anémie normochrome normocytaire avec une réticulocytose qui est élevée, donc régénérative, plaquettes et blancs normaux avec une hyperbilirubinémie. Donc, on complète par quoi? Oui. Pardon? L'aptoglobine, le LDH, très bien, qui vont conforter l'hémolyse. Et après, pour le diagnostic étiologique, elle a 2 ans. Donc, ça, on va penser au... Oui, déficit en G6PD, les hémoglobinopathies, la sphérocytose. Donc, là, les anémies hémolytiques constituent une indication à une consultation spécialisée parce qu'il faut compléter le bilan, donc un bilan spécifique. Donc, vous avez bien sûr le frottis, premier examen que vous pouvez avoir facilement et qui va vous orienter vers le type d'anomalie constitutionnelle. Donc, la thalassémie avec cette hypochromie microcytose, on l'a déjà vu avec notre situation clinique, la drépanocytose avec ses hématies en fossile, et puis les sphérocytes pour la sphérocytose héréditaire. Mais n'oublions pas aussi le dosage de la G6PD, pyruvates kinase. Troisième cas clinique, c'est une fillette de 8 ans
Et là, vous voyez, bon, sans antécédents familiaux ou pathologiques particuliers, bon, elle était en très bonne santé. Il y a 2 semaines, elle avait fait une bronchite virale, un syndrome grippal. Et puis 4 jours après, il y a 4 jours, elle se présente avec une pâleur importante, une asthénie et des urines foncées. Et quand vous examinez, il y a un subictaire, elle est tachycarde, polypnéique, et il n'y a ni hépatosplenomégalie ni adénopathie. Son poids et sa taille étaient normales. Alors là, à ce stade, qu'est-ce qu'on va évoquer? Une anémie hémolytique, là. Donc, nous avons les critères cliniques de l'hémolyse. Après, reste l'étiologie. Généralement, les anomalies constitutionnelles se révèlent plus tôt. Hein. C'est rare d'avoir des anomalies constitutionnelles qui vont se révéler plus tard. Donc, l'hémogramme de cet enfant montrait une anémie normochrome normocytaire régénérative. Et puisqu'il y avait cet épisode viral auparavant, on a évoqué le diagnostic d'anémie hémolytique auto-immune. Et effectivement, son test de Combs était positif. Et là, il faut vraiment la référer vers une consultation spécialisée. C'est des situations qui ne sont pas très fréquentes, mais elles existent, donc on doit y penser. Alors ici, c'est un nourrisson de 6 mois, les parents sont consanguins, et puis bon, il n'avait aucun antécédent pathologique, et après, à l'âge de 6 mois, il est amené pour une pâleur, une apathie, une polypnée, et là aussi, vous retrouvez cette pâleur, et c'est une tachycardie et une polypnée, avec des urines claires et sans ictère. Alors, on pense à quoi? Pardon? Alors oui, l'intolérance au lait de vache donne une anémie, mais généralement, oui, à 6 mois, on peut avoir une intolérance au lait de vache. Elle donne une anémie hypochrome microcytaire, très bien. Quoi encore? Oui, une thalassémie, d'accord. À partir de 6 mois, oui, entre 3 et 6 mois, on peut avoir des signes cliniques en faveur. Alors, si on regarde l'hémogramme, il va nous orienter encore plus. Nous avons une anémie normochrome normocytaire qui est arégénérative, avec des plaquettes et des blancs qui sont normaux et sans syndrome inflammatoire. Donc, il faut forcément évoquer l'origine centrale. À ce stade, elle est profonde, et donc, il faut évoquer à cet âge une érythroblastopénie, donc congénitale, et donc une consultation spécialisée s'impose parce qu'il faut compléter par un myélogramme et bien sûr éliminer une infection par parvovirus. Donc, toute anémie normochrome macrocytaire régénérative fait évoquer une origine centrale, et donc il y a un certain nombre d'étiologies qu'il faut évoquer et qui nécessitent une prise en charge spécialisée, notamment l'anémie de Fanconi, le Blackford-Diamond, et puis bien sûr les hémopathies malignes et les envahissements médulaires. Donc, quelles sont les règles à respecter devant l'anémie de l'enfant? Évidemment, le diagnostic de gravité. Hospitaliser les enfants qui nécessitent de l'être en urgence. Donc, toute anémie mal tolérée, toute anémie d'installation rapide, certaines étiologies graves doivent être hospitalisées sans perte de temps. Sur le plan thérapeutique, ne jamais traiter une anémie sans diagnostic. Et bien sûr, recourir à un avis spécialisé en hématopédiatrie quand il s'agit d'anémie hémolytique, ou lorsque on ne retrouve pas d'étiologie dans les premières évaluations, ou lorsque elle n'évolue pas bien malgré un traitement adapté, comme le cas de la première situation clinique qu'on a discutée ensemble. Donc, je termine pour conclure sur l'importance de faire une démarche diagnostique rigoureuse devant une anémie de l'enfant, en sachant que, évidemment, la carence massiale reste la première cause d'anémie de l'enfant en médecine de premier recours, mais il y a d'autres causes possibles, et donc une démarche diagnostique rigoureuse va nous permettre d'adapter la prise en charge à la situation de l'enfant. N'hésitons pas à recourir aux spécialistes dans les situations qui restent douteuses, notamment une anémie microcytaire, affaire sérique normale ou élevée, contrôlée. Si l'anémie fériprive banale, mais elle récidive malgré un traitement martial correct,
Et puis les anémies microcytaires fériprives pour lesquelles on ne trouve pas d'étiologie évidente parce qu'il y a ce qu'on appelle les anémies sidéroblastiques, il y a les résistances, les anémies réfractaires au fer. Bon, je termine en vous présentant cet algorithme qui est publié dans la revue de pédiatrie française et qui synthétise un petit peu la même démarche qu'on a suivie ensemble pour les différentes situations cliniques, depuis bien sûr le symptôme jusqu'à l'étiologie, en se basant essentiellement dans notre analyse sur les résultats de l'hémogramme. L'hémogramme est très contributif pour s'orienter vers l'étiologie probable et pour bien sûr choisir les examens complémentaires nécessaires pour asseoir le diagnostic. Et je vous remercie pour votre attention et votre interactivité. Merci, professeur. On passe aux questions. Par manque de temps, uniquement des questions, s'il vous plaît. J'ai une question sur le cas clinique, 4e clinique, chez le nourrisson qui a une anémie normocytaire régénérative et l'indication d'hémogramme a été posée. Est-ce qu'il ne fallait pas demander avant une TSH? Est-ce qu'il y a une indication TSH avant ou pas? Le nourrisson qui avait 6 mois. Voilà. Oui, c'est vrai que les endocrinopathies, notamment l'hypothyroïdie, sont aussi des étiologies à l'anémie, mais aussi l'insuffisance rénale chronique et tout. Donc, à 6 mois déjà, il y a des signes. Si c'était une hypothyroïdie, il y aurait des signes cliniques à l'examen. Et donc, ça justifierait nécessairement le dosage de la TSH, la T4 et la T3. Dans notre situation, le nourrisson n'avait aucun signe d'hypothyroïdie. C'est vrai qu'à la naissance, l'hypothyroïdie passe, on va dire, elle peut passer inaperçue. Il y a des signes très discrets, mais vers l'âge de 6 mois, les signes sont plus évidents. D'accord? Mais c'est une des étiologies. Moi, je voudrais, oui. Moi, je voudrais moi-même vous poser une question. Alors, concernant, tout à l'heure, j'ai dit recommandation de National Health, dit il faut 2 marqueurs, mais je sais que nos patients, parfois, n'ont pas les moyens de réaliser. Alors, on a vu aussi des enfants qui ont été traités pour carence martiale présumée sur un hémogramme, parce qu'il a une anémie hypochrome microcytaire régénérative. Et qu'à l'examen clinique, il n'y avait pas d'autres signes qui évoquent une autre pathologie. Donc la présomption est forte, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours efficace et parfois on passe à côté d'autres diagnostics. Donc je pense que même si on recommande les 2, au moins si on n'a pas la possibilité de faire les 2, on ne fait que la ferritinémie, comme vous avez dit, pour être sûr. Pardon. Je voudrais poser 2 petites questions. En fait, ce n'est pas des questions. Je voudrais simplement... Voilà. Donc, vous avez parlé du déficit en G6PD, la maladie favique, qui est très fréquente à Tanger, puisqu'à Tanger, Kaindek Bessara. Donc, on a souvent des enfants qui viennent en anémie aiguë. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la géophagie qui existe aussi. Oui, vous avez parfaitement raison. La géophagie, la pagophagie, les pica syndromes sont toujours à rechercher par un entretien vraiment très très poussé avec les parents et avec l'enfant aussi, parce que parfois les parents ne le disent pas. Et effectivement, le déficit en G6PD est une pathologie du bassin méditerranéen, on est tous d'accord. Et donc, c'est effectivement quand disons le contexte géographique. Et là, ça oriente notre démarche diagnostique et on y pense plus fréquemment que autre chose. Mais c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux étudiants et tout. C'est une des anémies hémolytiques qui s'exprime, on va dire, chez le nourrisson très tôt, pourvu qu'il ait été en contact avec un agent oxydant qui va déclencher la crise hémolytique. Et je pense qu'à Tanger, on mange beaucoup Bessara. C'est ça. Très bien. Qui est d'ailleurs très bonne. Hein.
Merci le professeur Timou.